Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas. Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour le Juste Bistrot, votre rendez-vous désormais incontournable. Je pense que voilà, il y a ça et Stade 2, on va pas se mentir, enfin j'espère, j'ose espérer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes à fond, la forme, on est le 12 octobre 2023, demain c'est vendredi 13. Mais bon, l'avantage c'est que la malchance est déjà tombée sur notre gueule, donc au moins on est tranquille, c'est l'avantage du bazar. Donc j'espère que ça roule pour vous les copains, on est jeudi, encore un petit peu à tirer, puis c'est vendredi, puis c'est le week-end. Donc après, il y a une sorte de mécanique qui s'installe et c'est que du plaisir. Voilà, les copains. Et aujourd'hui, vous vous en doutez, programme chargé, programme musclé. On va revenir sur quelques séquences médiatiques liées au conflit en Israël et en Palestine. On va revenir sur un article que je voulais évoquer avec vous concernant le Léviathan. On va faire un petit peu de philo aujourd'hui. Ça va être sympa comme tout. C'était très intéressant, je vais vous le partager. Et puis vous l'avez vu dans le titre. Hold on, voilà, on y va. Alors vous le savez, on avait commencé, on avait fait Hold Up, on avait commencé Hold Up, mais je dois vous avouer que on arrive à la partie, je trouve la partie de la fin qui tourne un petit peu en rond et tout ça, donc on va aller vers le nouveau. On va aller vers le nouveau documentaire que je n'ai pas vu, donc je vais découvrir avec vous. On va faire du react, c'est-à-dire que on regarde, ah tiens, et puis on continue de regarder. Donc c'est vraiment du react, c'est extrêmement moderne. C'est les jeunes qui en sont friands, qui en sont vraiment friands. Donc on va essayer d'être friands ce soir également. On va se faire ça, on verra. On le fera peut-être pas en un bloc parce que ça dure 2h45, mais on va se faire une belle partie. Puis on fera comme d'hab dans les prochaines émissions, on continuera. Peut-être même dès demain. Non mais bon, on sait pas. Faut voir, faut voir, on sait pas. On va voir ce qui peut se passer. Donc voilà les amis, et tout ça qui nous amène quand même, il faut le dire, à dimanche. Dimanche, France, Afrique du Sud, on en parlera demain. On parlera un petit peu de rugby. Allez les Bleus, évidemment, je crois qu'on peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. Donc, les amis, voilà, j'espère que vous, est-ce que ça roule? Dites un petit peu dans le chat quelles sont les nouvelles, si tout va bien. Voilà, si vous êtes de bonne humeur, si vous êtes heureux, si vous avez mal au genou, mal à une patte, je suis pas kiné, puis au fond, c'est vrai que c'est pas le plus intéressant, mais il y a pas que moi qui raconte des trucs dont on se fout, hein. J'ai aussi le droit de vous avez aussi le droit, hein, c'est voilà, entorse du genou pour Ingrid von Horstmann, tu vois? Voilà, par exemple. Volker Schulze qui nous dit: «La finale avant l'heure». Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr parce que celui qui va sortir du duel, Irlande, Nouvelle-Zélande, à mon avis, va au bout aussi. Donc, il y aura quand même une vraie finale, hein. Il y aura quand même une vraie finale. Bon après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Les Anglais, je sais pas. Les Anglais, je sais pas. Pour moi, voilà, ils étaient au fond du sable, du trou, de ce que tu veux, mais, à voir, à voir. J'y crois moyen, mais faudrait pas qu'ils aient la mauvaise idée de nous faire un coup de Trafalgar, voilà, qui leur ressemblerait bien. Donc voilà, voilà les amis, un petit peu sur tout ça. Le rugby, on en parlera demain, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Voilà, comptez sur moi. Et on a un prono de Seb Samadi qui dit la finale sera le match d'ouverture. Alors on va voir, hein. C'est pas déconnant. Je pense que les Blacks sont moins bons que l'Irlande, mais c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On va voir. On va voir. Non, mais c'est la vie. J'ai hâte, hein, je vais pas vous mentir, j'ai hâte. Franchement, j'ai beaucoup hâte, beaucoup hâte. Ouais, la liaison est pas évidente, mais moi je dis j'ai beaucoup hâte, je vous le dis franchement. Donc voilà un petit peu les copains sur cette histoire-là. Alors, on va attaquer les quelques séquences médiatiques, on va attaquer tout de suite dans le dur, hein, malheureusement, avec le conflit Israël-Palestine, encore des séquences médiatiques. Vous connaissez la ligne de traitement sur Juste Milieu. On regarde un petit peu tout ça, voir ce qui se dit dans nos médias français. Et première réaction, alors ça, qui est peut-être la plus importante. Alors, on a parlé hier et avant-hier d'Enrico Macias. Voilà, on en a parlé hier, pardon. Heu, qui a donné son avis, donc on sait pas, en fait. On comprend pas la nature du projet. Enrico Macias, qui est interrogé. Alors c'est vrai que peut-être qu'il est de confession juive, on peut l'imaginer, mais quel autre lien, si vous voulez, avec la situation, avec la géopolitique et tout ça? Donc est-ce qu'on invite Sardou quand il y aura un attentat en Irlande? On sait pas. On sait pas, et là, pour dire dans quelle époque, hein, on a glissé, vous avez donc Enrico Macias qui donne son avis sur le conflit et Cyril Hanouna, qui est devenu une sorte de péage d'autoroute du conflit, où c'est chez lui que viennent se régler tout ça, où il y a des gens qui interviennent et tout. Et là, comme il est pas content,
Il a dit Mélenchon n'est plus invité. Ouais, toujours cette histoire de qualification de terroriste ou pas. Voilà ce que nous a dit Cyril Hanouna en toute souplesse, en toute détente. Je vous mets la séquence. Je prépare une émission politique avec tous les courants. Et forcément, je ne peux pas, en ce moment, je n'inviterai pas de France Insoumise, je vous le dis sur le plateau, parce que c'est devenu insupportable. Hein, vraiment, Jean-Luc Mélenchon, plus jamais sur le plateau pour l'instant, et ses amis. Bon, Louis Boyard, bien sûr, qui la retourne dans le fort, et Mathilde Panot, qu'elle retourne. Peut-être François Ruffin quand même, non? Oui, François Ruffin, exactement. C'est le seul. François Ruffin, c'est le seul qu'on peut recevoir, mais en tout cas pour l'instant, plus de et comme ils doivent être représentés, ça va être assez compliqué. Il faudrait que François Ruffin accepte de faire l'émission. Voilà, donc là ça y est, ils ont dit c'est foutu. Ils ont fait les choux gras avant, ils ont fait un paquet d'audience avant. Il y avait déjà eu quelques outrances côté LFI, mais là ils ont dit là ça y est, là c'est grave. Mais c'est vrai qu'il faut rebondir là-dessus. J'ai vu un tweet de Fabrice Divisio, et j'ai trouvé ça intéressant, qui expliquait que on avait quand même cet effet, en tout cas dans la qualification médiatique, que désormais la France insoumise et plus largement ceux qui refusaient de qualifier tout cela, de qualifier ce qui se passe, les actes du Hamas, de terroristes, qui refusaient certaines impositions médiatiques, étaient qualifiés comme les non-vaccinés. Je vais vous retrouver le tweet. Je trouve que la réflexion de fond est intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites dans le chat, bougez pas, je vous retrouve ça. Nanana, nanana, nanana. Voilà, c'est celui-là. Mélenchon et les autres sont devenus les nouveaux anti-vax qu'on veut frapper, qu'on insulte et à qui on dit de la fermer. Ça fait bizarre au début, mais on s'y fait. Ils n'ont pas le droit d'exprimer une pensée nuancée avec laquelle on peut du reste ne pas être d'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec Fabrice Divisio sur ce point-là. Effectivement, alors c'est une comparaison de forme. Hein, on est d'accord qu'on parle pas du tout de la même chose, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant sur le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a attaqué la France insoumise par rapport à ses positions médiatiques en expliquant pourquoi le refus d'utiliser le mot terroriste est gênant. C'est qu'au fond, et même vous dans le chat les amis, hein, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je crois que tout le monde tombe à bras raccourcis sur la France insoumise, mais qui est capable d'expliquer ce qui est fondamentalement grave dans cette qualification ou non d'acte terroriste. Une fois qu'on enlève bien sûr l'émotion et la gravité de ce qui se passe au niveau de la situation actuelle entre Israël et la Palestine, qui peut expliquer concrètement pourquoi ça mérite un tel traitement médiatique? Et c'est aussi ça qui est gênant. Et on en arrive au même point. Et c'est là où la comparaison sur la forme, je la trouve intéressante. C'est le même niveau qu'au moment du Covid, où on disait les non-vaccinés, c'est problématique. Donc il faut leur taper dessus. Mais en fait, pourquoi? Comment? Parce que les études montreraient que non, non. Donc je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant, les amis. Il y a vraiment une action de dénigrement qui pose problème, à mon sens. Mais bon, voilà. C'est le sujet. Alors, on a une première pétition, je vous le dis, on continue dans ces séquences-là. Première pétition qui vient de tomber. Hein. Des stars et des élus français appellent à la libération des otages du Hamas. Hein. Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg ou Jean-Michel Blanquer ont signé une pétition en ligne sur change.org. Michel Boujna, Dominique Farrugia, Emmanuel Béard, Yvan Attal, Thomas Dutronc, Patrice Leconte, Renaud Capuçon, Anne Roumanoff. On a là, ça y est, la première pétition qui est signée. Voilà, ça y est, c'est fait. On l'attendait, on l'a. Autre actualité que je voulais évoquer avec vous, c'est Pascal Praud, hein, quand on parle d'unanimité médiatique. Je vous montre une séquence. Alors, je réponds dans le chat parce que vous n'allez pas me faire ça pendant 3 semaines parce que je sens qu'on va en parler pendant un bout de temps. On ne peut pas faire ça tous les jours. En plus, je suis détendu aujourd'hui. Il y a Éric Levillain qui dit tu défends Mélenchon maintenant. Arrêtez parce que moi, pensez aussi à mon petit cœur parce que hier, Stealth 5 me disait que j'étais d'extrême droite. Bon, là, j'ai fait une vidéo sur Twitch, sur TikTok et compagnie, machin, une petite chronique, une petite blague, une petite truc d'une minute comme d'hab. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, alors bouge pas, faut que je vous retrouve le truc. Ta, 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 ta. Où est-ce qu'on m'a dit ça? Attends, on m'a dit que j'étais d'extrême gauche. Merde, je retrouve pas le truc. Donc moi, le truc, c'est penser aussi à moi parce que je sais plus où me placer au bout d'un moment. Il faut aussi être précis parce que là, je le retrouve pas. Bon, bref, c'est dans les commentaires.
Il y a quelqu'un qui m'a dit t'es extrême gauche. Donc là, moi, je sais plus quoi vous dire. Je veux bien contenter tout le monde, mais est-ce que c'est pas la preuve que justement on est quelque chose autour du juste milieu en fait? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu sais, c'est vraiment, tu arrives au supermarché au rayon volaille, d'accord? Euh, T'as un poulet, il y a écrit poulet. Bon. Et on te dit non, c'est du poisson. Puis t'en as un qui arrive dans le rayon qui dit ouais, c'est du poireau. Puis tu sais, les gens se bagarrent, c'est poisson, c'est poireau. Puis moi, j'ai dit ouais, mais c'est poulet, quoi. Non, mais on n'est pas loin. Je veux dire, voilà, du végétal à la poiscaille, on n'est pas loin. Je veux dire, au niveau de la volaille, il y a un truc, tu vois. Et en fait, non. Il y a des gens, ça pose problème. Tu dis une fois un truc gentil sur Mélenchon, t'es Mélenchon. Et le lendemain, tu peux dire un truc méchant, t'es Le Pen. Je sais pas, en fait. Hein, et surtout que dans la plupart des gens qui me reprochent ça, t'as des gens qui, au moment du Covid, s'excitaient des cases que l'on créait avec les vaccinés et les non vaccinés. Donc c'est quand même très intéressant d'appliquer une méthode sur laquelle on s'était excité il y a quelque temps. Alors, il y a Eric Levillain qui dit que c'était une blague. Mais c'est vrai que je vous avoue que je pars au quart de tour parce que je sais plus si c'est sérieux ou pas. Stealth 5, par exemple, je suis convaincu que c'est une vanne à chaque fois. Mais faites pas trop de blagues parce que moi, je m'y perds en ce moment, c'est tendu. Ou mettez entre parenthèses blague. Parce que n'oubliez pas que juste milieu, c'est une chose, mais par contre, je suis un abruti fini. Donc, je vais tomber dans le truc à chaque fois. Enfin, bon, bref. Tout ça pour rappeler une fois de plus tout ça. Alors, je vous parlais de Pascal Pro. Pascal Pro qui a réagi aussi, hein. On parlait d'unanimité médiatique. Bon, bah là, ça va vous plaire. Merci à Miss Deans qui vient de se prendre 18e mois. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Voilà les amis, Pascal Pro, hein, que du plaisir. Je crois qu'il y aura pas beaucoup de commentaires. Ah ouais, je suis pas informaticien, mais on peut parler d'erreur 404. Hein. Là, elle est compliquée celle-là. Elle est compliquée. L'auditeur, mais c'est bien joué. En même temps, c'est bien joué. Et on comprend bien, en fait. On comprend bien, effectivement. Là, on est dans l'unanimité médiatique. On est dans l'unanimité médiatique. À partir du moment où on parle de civil, bah, on parle de civil, point. C'est pour ça qu'on a des règles, c'est pour ça qu'il y a l'encadrement des crimes de guerre qui protège au maximum les civils dans ce genre de situation. Et là, vous avez quelqu'un comme Pascal Pro qui, d'entrée, qui n'est pas capable de condamner les attaques faites aux civils palestiniens. Et je crois que les civils, le lien entre les civils palestiniens et le Hamas est quand même pas immédiatement fait. On peut peut-être réussir à dissocier les choses, qu'il y ait de la porosité, d'accord, qu'il y ait des gens qui soutiennent le Hamas, qu'il y ait des civils qui soutiennent le Hamas, d'accord, mais il y a aussi des civils qui n'ont rien fait, quoi. T'as aussi des gosses de 5 ans en Palestine qui vadrouillent et qui n'ont rien fait. Donc, voilà, l'auditeur démontre un petit peu toute la supercherie. Alors après, on peut tout à fait condamner, enfin en tout cas ne pas être d'accord, parce qu'on va rien condamner, on n'est pas juge, mais on peut tout à fait ne pas être d'accord avec les propos de l'auditeur qui refuse de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Mais en l'occurrence, Pascal Pro non plus, enfin, se prend vraiment une clé de bras assez terrible. Et on voit toute la posture médiatique qui est sous nos yeux. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Dans les autres séquences que je voulais évoquer avec vous, les amis, il y a celle d'Eli Barnavi, ancien ambassadeur français en Israël, qui a tenu des propos intéressants. C'était sur LCI concernant le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et là encore, qui tient des propos qu'on n'entend pas complètement dans tous les médias. Il y a un responsable de cette situation, c'est Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas de doute à cela. Il a constitué un gouvernement absolument improbable, un gouvernement incompétent, fanatique, extrémiste. Et il a dégarni le front de l'Est, le front du Sud, le front du Sinaï pour protéger les colons. Il n'y a pas une erreur, ni politique, militaire, stratégique, que cet homme et son équipe n'aient pas commise. Et pour cela, il va devoir payer. Voilà, propos assez rudes d'un ancien ambassadeur de France. Alors, on ne comprend pas grand-chose, effectivement, je n'ai pas l'extrait en bonne qualité. Je vous mets dans le chat si vous voulez regarder par chez vous, mais c'est vrai que c'est pas fou. Là, je l'ai trouvé, j'étais content comme tout, mais là, maintenant que je le diffuse, je vous avoue que c'était pas dingue l'extrait. Et sinon, on continue, on a... Alors, on a cette séquence, je vous en parle rapidement, mais c'est un énième exemple. Et là, on touche au sordide, donc je vais bien sûr pas faire de blague ou quoi. Mais je voulais quand même vous parler de ce qui s'est passé concernant Joe Biden. Joe Biden qui a déclaré, c'était cette nuit,
Peut-être qu'il y a juste la déclaration que je peux vous montrer. Voilà, regardez. Donc Joe Biden qui déclare, c'était cette nuit, il dit: «Je n'aurais jamais pensé que je verrais et confirmerais des photos de terroristes décapitant des enfants». I mean, I've been doing this a long time. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. Donc voilà, I never thought I'd on sait ever. que c'est une information qui a de plus en plus d'écho, qui a été relayée par des journalistes, notamment de I24 News en Israël. C'est une information qui circule, qui pour l'instant n'a pas été confirmée vraiment officiellement, à tel point que, et c'est le Huffington Post qui nous le dit, Joe Biden a été corrigé par la Maison-Blanche sur le kibbutz de Kfar Aza, victime d'un massacre. Donc la citation de Joe Biden: «Je n'aurais jamais pensé voir des photos authentifiées de terroristes décapitant des enfants», sauf qu'il a dû être corrigé parce que tout ça, pour l'instant, n'est pas validé, n'est pas officiel, hein. On nous dit, un porte-parole de la Maison-Blanche a corrigé auprès du Washington Post. En fait, le président américain n'a pas vu de photos ni n'a eu la confirmation de ses exactions. Joe Biden aurait simplement relayé les propos d'un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les informations circulant dans les médias. Alors, bien évidemment, cela n'enlève rien au massacre et à la réalité des faits, mais on est une fois de plus dans ce rythme avec lequel on avait dû tristement se familiariser, qui était celui de la guerre en Russie et en Ukraine, où beaucoup d'informations sortent avec une course en avant vers le sordide qui est tout à fait terrible. Mais le problème, c'est qu'il y a parfois un emballement et on se trouve dans des situations où on est obligé, entre guillemets, de faire le tri pour rester pour garder le sang-froid le plus important possible. Parce que bien sûr que quand on lit ça, personne va vous dire: «Ah ah», personne va rire ou personne va d'emblée dire: «Est-ce qu'on peut vérifier?» On parle du sommet de ce que l'humanité peut produire en termes d'horreur. Donc on n'a pas envie effectivement de prendre des pincettes pour déceler le vrai du faux. Mais là, le problème, c'est que on a en plus tout ça qui est mis en épingle et par des gens qui ne peuvent pas à l'heure actuelle le valider. À l'heure actuelle. Peut-être que tout ça est tout à fait vérifié, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas le valider. Donc je trouve ça tout à fait sidérant. Et là, on est au plus haut niveau des États-Unis avec le président américain lui-même. Donc c'est dire à quel point ces situations peuvent être problématiques, et notamment dans nos médias. Donc, je voulais vous parler de ça, les amis, pour vous rappeler cette actualité-là. On continue un petit peu, on revient dans la politique française et on va clore cette page Israël-Palestine avec la passe d'armes entre Marine Le Pen et Mathilde Panot. La politique politicienne lamentable continue des deux côtés, mais au moins on entend Marine Le Pen dire quelque chose politique, donc, avoir des propos politiques, donc au moins ça change. Alors oui, vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Madame Le Pen, c'est vous qui disiez en 2012 « Le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison ». Je vais vous dire, vos amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe, dont vous ne vous cachez pas, vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes, dont Isabella. Isabella qui, elle, est morte d'une septicémie parce qu'on lui a interdit d'avorter alors qu'il y avait un problème pour sa santé. Puisque Madame Panot a passé beaucoup de temps à parler de mes amis, vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. Voilà, donc le théâtre politique qui continue. Bien sûr, on n'a pas un pinfre de journaliste à ce moment-là pour parler de récupération, hein. Vous noterez que le mot récupération est très intéressant parce qu'il est lui-même victime de récupération quand ça nous arrange. Donc là, en plus, voilà, le duel de regard, le duel comme ça s'énerve avec des voix. Bon, c'est de la cagolerie 2000. Là encore, chacun choisit son camp, chacun est d'accord avec qui veut. C'est pas là-dessus, je veux pas intervenir sur ça. C'est le jeu politique et je respecte les opinions de chacun. Mais on est dans la cagolerie de la part de gens qui en permanence se jettent des accusations de récupération à la gueule. Je voulais juste vous montrer cette séquence qui est honteuse parce que parce qu'on a des gens qui sont dans un agenda politique en vérité, et je pense que la plus belle marque de respect venant de ces gens-là, élus de la nation, serait qu'ils ferment leur gueule dans ce genre de moment et qu'ils aient la dignité de faire ce qu'on leur demande, de faire de la politique
et après, on en reparlera. Ou pourquoi pas un duel à l'épée à l'ancienne, comme nous dit Midge, effectivement, c'était déjà un petit peu plus chevaleresque. Mais, et Charles Max 331 qui dit « Pourquoi tu veux pas réagir? T'as un problème avec ce qu'elle dit ?» Mais pas du tout, mon pauvre ami. C'est simplement qu'on est sur juste milieu, c'est un espace de débat. Moi, personnellement, mon avis, je le donne quand j'ai envie de le donner. Parfois, je n'ai pas envie de le donner. Et en l'occurrence, là, on parle de politique et je préfère me contenter de critiquer ce genre de séquence. Parce que commenter ce genre de séquence en disant qu'elle ne devrait pas avoir lieu et donner un avis, c'est un tout petit peu con. Donc je trouve ça simplement lamentable et justement, j'ai pas envie de faire de commentaires précisément là-dessus. Juste pour préciser que là, par contre, personne ne s'accuse de récupération et c'est peut-être un petit peu ridicule, mais bon, qu'importe. Voilà les amis. Alors, je suis bête, j'allais dire on ferme la page, mais en fait, pas du tout, parce que je voulais fermer la page cette fois avec Dominique de Villepin, qui était sur France Inter ce matin et qui a vraiment fait des interventions, enfin, une intervention parmi la plus claire jusqu'à présent qu'on ait pu avoir depuis le début du conflit, et je voulais absolument vous le partager parce que on vient s'apitoyer en fait des déclarations qu'on peut avoir dans la politique française, mais quand il y en a des biens, on peut en parler. Jusqu'à présent, je pense que, et je vous renvoie vers l'épisode de cette semaine de la farce tranquille, j'ai essayé de mettre en avant des déclarations positives. On a eu par exemple celle de Mathilde Panot, la déclaration qu'a fait à l'Assemblée le 10, si je dis... Non, si, le 10, si je dis pas de bêtises. On a eu Marine Le Pen aussi. On a eu à droite Aurélien Pradier. Donc j'essaie aussi de mettre en avant ces déclarations-là. C'est très important de ne pas se contenter du crottin verbal que peuvent nous servir nos élus et nos intervenants médiatiques. Merci à Razel Hanout pour le subprep deuxième mois. Et on commence avec la séquence de Dominique de Villepin. J'ai pris quelques morceaux, mais je vous renvoie bien sûr vers l'intervention en intégralité. Là, j'ai pris sur le lien passé-présent avec ce qui se passe aujourd'hui. Surpris par l'ampleur, par l'horreur, par la barbarie qui s'est exprimée ce 7 octobre et qui nous appelle tous à un devoir d'humanité et de solidarité vis-à-vis d'Israël et du peuple israélien. Mais je dois le dire, et je le dis avec une peine infinie, pas surpris par... cette haine qui s'est exprimée quand on se rappelle à Gaza, depuis 2006, la guerre de 2008, de 2012, de 2014, encore en 2021, quand on se souvient de ce que nous avons tous dit comme témoins sur place de cette prison à ciel ouvert. On parle de cocotte minute. Qu'une telle situation puisse inventer l'enfer sur Terre. Alors oui, on se dit que quelque chose a été raté. Raté par nous tous, par l'ensemble de la communauté internationale. Voilà, première intervention. Une deuxième, tout de suite, je vous ai sélectionné 3 extraits sur la question de la légitime défense qui est aujourd'hui mise en avant pour justifier les actes d'Israël contre Gaza. Il nous s'impose à nous tous. Et c'est pour ça que le devoir de responsabilité que nous avons vis-à-vis de cette horreur, c'est de bien prendre en compte l'importance de la réaction et de se souvenir toujours que le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée, de se souvenir qu'il n'y a pas de responsabilité collective pour un peuple, pour les crimes commis par quelques-uns. Et c'est dire combien la voie est étroite. Vous parlez du blocus complet décidé par Gaza, par exemple ? Bien sûr. Pas décidé par Israël à Gaza, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité, mais bien sûr, pas de gaz, rien. Vous dites ils vont maintenant, c'est les 2 millions de Gazaouis qui vont souffrir. Aujourd'hui, on débat pour savoir si la qualification est celle de crime de guerre, de crime contre l'humanité. Et il y a manifestement des crimes contre l'humanité. Dès lors que a été ciblée de façon systématique et de façon générale une catégorie de population. Mais il faut évidemment éviter que la riposte indiscriminée ne conduise à enflammer un peu plus la région, mais aussi le monde.
Voilà, et enfin, dernier point, après on parlera un petit peu de la personnalité de Dominique de Villepin. Vous devinez bien quelles sont mes idées par rapport à ce personnage et les positions qu'il tient. La comparaison avec le 11 septembre, et là encore, c'est le point de vue, à mon avis, le plus raisonnable et intéressant qu'on ait pu entendre sur ça. Par l'immensité du drame et du choc. Et elle est pertinente aussi par les erreurs qui ont été commises. Le 11 septembre 2001, les Américains ont cédé à une volonté de vengeance. Ils se sont lancés seuls dans une volonté de punir. Et le résultat, ils ont été entraînés dans des interventions militaires, ils ont été entraînés dans une logique de force, et ils ont cru qu'ils pourraient à la fois fabriquer un nouveau Moyen-Orient, ils ont cru qu'ils pourraient apporter la démocratie par la violence et par la force à ces pays, et quel a été le résultat ? Ils ont enflammé. Et une grande partie de l'héritage de ce que nous vivons aujourd'hui, il vient de là. Ne recommettons pas les mêmes erreurs. Elle est pertinente par l'immense... Voilà, je trouve vraiment ce point de vue très intéressant. Le lien avec l'histoire, vous savez que je milite beaucoup là-dessus, une histoire très proche, une géopolitique très proche. Et je crois que voilà, sans prendre trop de temps, vous avez bien compris que je trouve que c'est la position peut-être la plus intéressante que l'on ait eue jusqu'à présent, la plus prudente, la plus intelligente. Et ça change de la vie d'Enrico Macias, quoi. On en revient toujours au même point, jusqu'à la caricature, si vous voulez, la convocation d'Enrico Macias sur CNews pour donner son avis. Et pour moi, quelque chose de sidérant. Et là, avec Monsieur de Villepin, et on pourrait évoquer son passif. Et effectivement, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien, que tout est blanc, mais en l'occurrence, parce que parfois, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a sous les yeux, en l'occurrence, je trouve cette intervention tout à fait intéressante. Voilà, les amis. Petite transition avant d'aller vers Hold On. Voilà, s'il y en a qui sont venus pour ça, Hold On, on va regarder ce documentaire très important sur la question de la vaccination. C'est la même équipe qui a fait Hold Up. On va regarder là-dessus peut-être pour débunker, pour voir, pour peut-être changer d'avis. On va voir. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez filer un coup de pouce au Twitch de Juste Milieu, à mettre des publications partout sur les réseaux sociaux, à inviter du monde. On va regarder ce documentaire. Et petite transition philo. Je voulais vous parler d'un article sorti dans l'Opinion le mercredi 11 octobre 2023, et un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant, que je voulais évoquer avec vous. Article écrit par Cécile Philippe, qui est présidente de l'Institut économique Molinari, le think tank libéral qui vient de publier le 5e classement des États moralisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et justement, ça parle, c'est le titre, Réglementation comportementale et moralisatrice, les États toujours plus intrusifs. Et en chapeau, on a une citation, il s'agit de protéger par la contrainte les consommateurs contre les risques qu'ils sont susceptibles de créer pour eux-mêmes. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce livre, je vais vous lire la première grande partie, ça introduit la notion de Léviathan chez Thomas Hobbes, donc un penseur du XVIIe siècle, philosophe anglais. Et je vous lis les 2 premiers chapitres pour vous mettre un petit peu dans le bain, et vous allez comprendre, parce qu'on a un lien très clair après avec beaucoup de choses qu'on a évoquées sur Juste Milieu, notamment le nudge, par exemple, des choses comme ça. Je vous lis l'intro. Dans son dernier livre, The New Leviathan's Fourth After Liberalism, le philosophe anglais John Gray indique à quel point la plupart des États actuels sont loin de l'idée qu'en avait Thomas Hobbes. Non pas qu'ils soient moins totalitaires, comme l'est a priori un Léviathan, mais au contraire parce qu'ils sont beaucoup plus intrusifs que celui qu'imaginait le philosophe anglais du XVIIe siècle. En effet, comme l'écrit John Gray, Hobbes n'aurait jamais pu imaginer les États totalitaires du XXe siècle, ni ceux des sociétés démocratiques actuelles. Car l'idée que se faisait celui du pouvoir étatique visait à protéger les citoyens les uns des autres et de leurs ennemis extérieurs. Les buts de son Léviathan étaient strictement limités. Les objectifs des nouveaux Léviathans, nous dit Gray, sont beaucoup plus larges. À notre époque où le futur semble profondément incertain, ils aspirent à donner du sens à la vie de leurs sujets. Comme les régimes totalitaires du XXe siècle, les nouveaux Léviathans sont des ingénieurs des âmes. Donc, très belle expression. Et donc, pour poser un petit peu la figure du Léviathan en philosophie, donc, on l'a dit, Thomas Hobbes, l'ami britannique, si vous voulez, c'est une figure qu'il développe dans son livre, dans sa réflexion philosophique. Je crois même que c'est une figure qui est inspirée de la mythologie hébraïque, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une sorte de grand monstre qui régit nos sociétés. On est dans la veine, par exemple, des réflexions autour de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau. Et Thomas Hobbes nous explique que on a besoin dans toute société d'une figure qui est celle du pouvoir,
qui est une figure monstrueuse, qui peut s'insinuer de partout, qui peut encadrer les citoyens, encadrer leurs actes, les autoriser à faire des choses, leur interdire d'autres choses. On a vraiment cette notion-là d'un monstre nécessaire pour le bon fonctionnement de la société. Et ce monstre, si vous voulez, qui peut aussi se montrer protecteur de par sa masse, de par son importance, lorsque la société qu'il domine est menacée. Et c'est là que ce monstre va se manifester, par exemple, en allant défendre cette société. Mais c'est, si vous voulez, l'incarnation du pouvoir et des capacités qu'il peut avoir dans son fonctionnement quotidien. On peut aller, par exemple, du côté de... qu'est-ce que je voulais dire ? On a aussi, en lien, on pourrait le brancher, par exemple, avec la violence légitime du pouvoir chez Max Weber, si je ne dis pas de bêtises. Là encore, une possibilité qu'a l'État pour asseoir son poids et sa responsabilité sur les individus, c'est-à-dire d'assurer la violence. Et c'est l'État qui nécessairement doit avoir le monopole de la violence légitime pour pouvoir continuer à fonctionner et encadrer les citoyens. Donc on a un lien qui est fait un petit peu entre tout ça. Et cet article, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il explique comment cette figure du Léviathan a été détournée, avec un Léviathan qui jusqu'à présent régissait les relations entre les individus, entre les citoyens, et ce Léviathan qui aujourd'hui réussit à venir chez nous. Donc on pense bien évidemment que ce soit aux caméras de surveillance qu'on peut avoir dans la rue. Alors, là, on n'est pas encore dans la porte du citoyen, mais quand on franchit la porte du citoyen, c'est par exemple l'application Covid, mais aussi des réglementations plus anciennes, par exemple sur l'alcool ou la nourriture. Je continue de vous lire ce qui est écrit dans l'article. La suite, si vous voulez, la suite, c'est dans l'opinion du 11 octobre 2023. Le début est vraiment extrêmement intéressant. Les réglementations comportementales ou moralisatrices sont en ce sens un cas d'école, puisque l'approche à l'égard des comportements dits à vice est devenue de plus en plus moralisatrice au fil du temps, comme nous le mesurons dans la 5e édition de l'indicateur des États moralisateurs. Ce classement des pays de l'Union européenne est limitrophe en fonction des interdits sur le tabac, la cigarette électronique, l'alcool, les aliments et boissons sans alcool, est l'un des plus exhaustifs en la matière, avec plus de 1100 points de comparaison. Il confirme la tendance au durcissement dans les 27 pays de l'Union européenne et 3 pays limitrophes, Royaume-Uni, Norvège et Turquie, couvrant au total 610 millions de personnes. L'élargissement du champ d'application des réglementations comportementales est une tendance de fond inquiétante. Les pouvoirs publics ne se contentent plus d'encadrer l'alcool ou le tabac, ils développent de plus en plus de réglementations particulières sur les aliments, les boissons sans alcool ou la cigarette électronique. Il ne s'agit plus de lutter contre les comportements créant des risques pour les tiers, par exemple contre la conduite en état d'ivresse ou le tabagisme passif, mais de protéger par la contrainte les consommateurs contre les risques qu'ils sont susceptibles de créer pour eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très intéressante parce que sous couvert, par exemple, vous savez, le Nutri-Score, quand vous achetez du beurre, des céréales ou tout ce que vous voulez, vous avez ce petit indice de couleur de rouge à vert et on vous explique si tel aliment, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, un Nutri-Score qui est décrié par beaucoup de nutritionnistes qui expliquent qu'il n'est absolument pas cohérent. Et donc, en l'occurrence, cet indicateur-là franchit le pas du Léviathan initial parce qu'il vient vraiment régir le comportement de l'individu. On vient vous expliquer directement, attention, si tu manges trop de beurre, il peut y avoir des problèmes. On a quelque chose qui outrepasse complètement la définition initiale et ça, on voit ces tendances-là qui s'accélèrent et qui permettent au pouvoir en place des comportements de plus en plus intrusifs. Donc, je trouve que cet article était vraiment intéressant en guise d'avertissement. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'après, ça part sur des données un peu plus économiques. Tu vois, ça explique, en 2023, c'est la Turquie qui occupe la place de l'État le plus moralisateur. Donc ça, on peut l'expliquer, bien sûr, avec la position de l'islam en Turquie et donc l'interdiction faite à l'alcool et tout ça, suivi de la Norvège, puis de la Lituanie. À l'opposé, l'Allemagne est en tête des pays les moins moralisateurs, 30e, suivi de la République tchèque et de l'Italie. Je veux juste vous retrouver. La France est 23e. Voilà. On n'est pas à la fin, on n'est pas au début, c'est moyennasse. Mais voilà. Pour dire qu'on se compare souvent à l'Allemagne, mais en l'occurrence, sur ce classement-là, on n'y est pas, on est dans les champignons. Voilà, donc je voulais vous parler de ça, ça fait du bien de temps en temps. Des petites refs, des petites réflexions, des petites bricoles. Voilà, c'est important. C'est important. Donc, les amis, on va y aller, on va aller tout de suite. Je vous l'ai dit, c'est dans le titre de la vidéo, on a couvert tous les sujets que je voulais évoquer avec vous. On va regarder Hold On, donc la suite du documentaire Hold Up. Pour ceux qui arrivent maintenant, je le redis,
je passe sur la fin de Hold Up, il restait 45 minutes environ, on avait commencé à le regarder par morceaux. Et c'est vrai qu'on était au bout, enfin sur la partie de la fin, je trouve qu'il tourne un petit peu en rond. Si vraiment vous y tenez, dites-moi dans le chat, on le finira. Mais là, je voulais passer à Hold On parce que je ne l'ai pas vu, c'est vraiment, il est beaucoup plus d'actualité parce qu'on parle de la question du vaccin. Je voulais le découvrir avec vous. Et voilà. Et lui, par contre, on va le regarder vraiment en entier, tout voir. Si ça vous dit, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc, c'est parti, on fait du react. Voilà, on regarde. Si j'ai des trucs à dire, je vous dis. Si j'ai rien, je dis rien. Et puis on va voir ce que ça donne. On regardera peut-être pas tout ce soir. Il fait 2h30. Mais vous inquiétez pas, lui, on ira jusqu'au bout. Parole de Pangolin. Allez, c'est parti, les amis. Bon visionnage. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai mis fin. Bonne blague. Mais non, c'est pas la fin. Mais non. Mais les gens ils nous disent, mais pourquoi est-ce que je devrais vous croire, vous, plutôt que ce que me dit l'État? Et c'est très honnête comme posture. Maintenant, ça fait, là encore, des décennies qu'on connaît la fabrication de l'ignorance. Il y a même des documentaires qui ont été diffusés là-dessus. C'est l'industrie du tabac qui a posé les premiers jalons de ce savoir-faire, mais après, l'industrie pétrolière, l'industrie alimentaire, c'est que dès qu'il y a une vérité scientifique embarrassante qui sort, ces industries payent des scientifiques pour produire des études qui montrent l'inverse. Et donc, entre le moment où le lien a été établi entre le tabagisme et le cancer du poumon et le moment où les sociétés médicales l'ont reconnu, il y a eu plus de 40 ans qui se sont écoulés. Je suis médecin, anesthésiste réanimateur, lauréat de la faculté de médecine. J'ai pratiqué l'anesthésie et réanimation pendant de très nombreuses années. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pas en tant que médecin, c'est en tant que père de famille, ce qui est à mon sens encore bien plus important. En 2014, avec ce qu'ils ont appelé le Global Health Security Agenda, c'est-à-dire l'agenda de la sécurité sanitaire, dont un des objectifs était vraiment d'arriver à une vaccination universelle. Le dernier souvenir que j'ai de lui, d'agréable de cette journée-là, c'est après le repas, il se lève, il me dit « Maman, c'est 14h. Je te laisse, je vais me faire vacciner, je t'aime. » À l'origine, j'avais absolument aucune notion de ce qui pouvait se passer dans ce monde pro-anti, parce que je l'ai découvert par la suite. Je me suis aperçu que finalement, il y avait un clivage dans la population à ce sujet-là. Et j'étais surpris, parce que pour moi, la vaccination, c'est une évidence, c'est quelque chose qui a fait progresser l'humanité, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a aucun débat là-dessus, d'ailleurs. On est en train de jouer, sans précaution, avec quelque chose qui a 40 millions d'années. On ferait cette expérimentation sur quelques milliers de personnes et on attendrait. Moi, je pense qu'avec l'importance de ça qu'on joue, il faudrait attendre 1 à 2 générations pour voir s'il y a des conséquences. Sapeurs-pompiers, India! Suspendu! On m'a quand même sorti mon commandement, on m'a sanctionné, j'ai pris 10 jours d'arrêt et on me met au placard. Dorénavant, en tant que psychologue, en ce qui me concerne, je ne peux plus exercer ni dans le privé, ni dans le public, ni en libéral, et même pas en télétravail. Sapeurs-pompiers, Mike! Présent, 25 ans de service, suspendu! Et s'il y a autant de soignants qui aujourd'hui se refusent jusqu'à risquer de perdre leur emploi pour ne pas se laisser injecter, c'est pas parce qu'ils sont anti-vax. Les soignants, ils sont massivement pro-vax. C'est parce qu'ils mesurent bien qu'il y a un danger dans cette injection génique expérimentale qui est sans mesure avec celui des autres vaccins. Sapeurs-pompiers, Oscar! Présent, 20 ans de service, suspendu! Nous sommes tout simplement socialement désactivés de façon extrajudiciaire, c'est-à-dire sans jugement, sans entretien préalable. Il y a quand même beaucoup d'infirmières qui refusent, mais vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement recrute plus de 87 000 soignants, tout confondu. Et moi, je vous pose la question, quand, en pleine épidémie, on réduit des lits, quand on interdit les médecines préventives contre ce virus, quand on voit que ce virus n'est au final pas plus létal qu'une grippe, mais qu'avec ces injections, on a tué des gens, des gens sont morts. Des gens en bonne santé qui n'avaient aucune condition aggravante sont morts. Je vous pose la question, on est en guerre contre qui en fait? En réalité, ce qu'on veut, c'est en finir avec ce flou et savoir exactement
qui on écoute, d'où viennent ces directives, donc on les comprend, parce que c'est des termes très flous. La communauté scientifique, ça veut rien dire. Voilà. Moi, j'assume de dire que ça, c'est de l'escroquerie scientifique. Et comme je l'assume, eh bien, je vais en justice pour le dénoncer, pour faire en sorte qu'effectivement un juge d'instruction soit nommé et qu'une vérité soit établie. Si on ne veut pas donner les réponses, c'est que les réponses sont gênantes. Donc, si c'est clair, pourquoi pas en parler? On en revient au problème du masque. Vous voyez, on ne les a pas, il n'en faut pas, mais quand on les a, il faut dormir avec. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Moi, j'étais au boulot, donc j'étais en train de collecter, donc je décroche. Quand elle m'a dit ça, j'ai sauté de joie. Mon collègue, il me dit, mais qu'est-ce que t'as sauté de joie? J'ai dit, je vais être papa. Depuis le temps qu'on l'attendait, on l'a eu, quoi. Mais bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour voir qu'un gars de 30, 40, 50 ans, qui est en très bonne santé, il fait le vaccin, il se sent pas bien. Quelques jours après, il fait un AVC. Il fait un arrêt cardiaque, il y a des jeunes gendarmes qui décèdent. Une jeune gendarme d'une vingtaine d'années en escadron de gendarmerie mobile, à l'issue d'une licence de sport ou quoi, mais qui est décédée alors qu'elle était dans la force de l'âge. Hein. J'ai des maladies auto-immunes, donc j'ai 2 traitements immunosuppresseurs. Donc je suis considérée comme une personne à risque. Donc j'ai été mise vite en confinement et tout ça. C'est pour ça que je me suis vachement intéressée aussi au Covid, les effets, ce qu'il pouvait y avoir sur moi, et aussi donc le vaccin. Tellement de contradictions que j'ai préféré aller me référer directement au site officiel. Elle le remercierait de prendre des risques à leur place. C'est monstrueux. Pourquoi? Je crois qu'on n'en est plus au moment où on se demande si on doit se poser des questions. On est au moment où on se doit de se poser des questions. Cette femme travaille depuis 22 ans pour l'industrie pharmaceutique. Elle a participé à plus de 500 essais cliniques et dénonce une manipulation au plus haut niveau. Dans les recommandations de... Christine Coton qui sera bientôt sur Juste Milieu. Hein, je vous le dis, j'ai le bouquin, ça arrive, c'est dans la liste. Voilà, le petit scoop, j'interviens, il fallait que je vous dise ça. Et j'aimerais beaucoup aussi Jean-Dominique Michel, ça me plairait beaucoup. L'OMS en 2010, l'OMS recommandait 1 an de suivi pour établir l'efficacité et 6 mois pour la tolérance. Alors là, qu'est-ce qui a changé pour ces vaccins-là? Eh ben, c'est que la FDA, au mois d'octobre 2020, nous rédige un petit document qu'ils appellent l'Emergency Use, donc l'utilisation d'urgence des vaccins. Et c'est là-dedans qu'ils autorisent les laboratoires à en avoir un suivi médian, donc 50% des patients suivis moins de 2 mois, 50% suivis plus de 2 mois. Et c'est là où on tombe, avec ces essais-là, dans du jamais vu. C'est un vaccin expérimental ou une injection expérimentale. On devrait absolument le mentionner à chaque coup, parce que comme ils ont fait pour toutes les définitions, ils ont utilisé l'essai clinique du vaccin en oubliant maintenant l'essai clinique et en parlant que d'un vaccin comme s'il est validé. Non, il est autorisé sous une loi d'urgence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le fait que les gens, au bout de 3 doses de vaccin, aient 0 anticorps lorsqu'on leur fait des sérologies. Donc ça, je trouve ça aberrant, anormal. Alors, est-ce qu'on leur injecte vraiment un vaccin ? Voilà, ça, je n'arrive pas à me l'expliquer parce que d'abord, il y a peu de médecins qui le recherchent parce qu'ils n'ont pas ça dans leur protocole. Mais le peu de médecins qui le font, eh bien, on le constate. Donc, je me dis que si en 1 semaine, j'ai 3 cas chez le seul médecin qui cherche, si tout le monde se met à chercher, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qu'on découvrirait? On découvrirait sans doute des placebos car nous sommes en phase expérimentale. Une information sortie dans la presse locale, mais pas reprise par les grands médias obsédés par la chasse aux fake news ou attirés à boulet rouge sur des traitements qui pourraient faire de l'ombre au vaccin. C'est vrai que ce bruit-là, je ne sais pas, les amis, si vous l'avez aussi entendu. Alors, c'est vraiment au stade de rumeur. Hein. Je peux bien sûr pas le sourcer au-delà de ce qui est montré dans le documentaire, de quelques sources, notamment en presse régionale. Le fait que
paraît-il que dans les vaccins qui ont été injectés, il y avait en gros une sorte de moitié-moitié. Alors j'ai vu un peu tout et n'importe quoi. Je vous dis, on est au stade de la rumeur, hein. Si Rudy Reichstadt est là, je dis n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Semble-t-il qu'il y aurait dans les lots, il y avait la moitié en fait de placebo et la moitié de véritables injections vaccins. Donc je ne sais pas à quel point c'est fondé. Je ne sais pas du tout à quel point c'est sérieux. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, tu vois. Je suis parti comme ça, plein gaz, sans le bonnet, mais j'ai oublié l'avertissement. Bah oui, je suis con. Parce que là, on regarde un documentaire conspirationniste. Donc, je tenais à diffuser, avant qu'on continue, hein, qu'on soit bien d'accord, avant qu'on continue, Check News a dit que c'était conspirationniste. Attention, voilà. Entend appliquer les mêmes méthodes que dans le premier volet, en se penchant cette fois sur la campagne vaccinale anti-Covid. Donc, je tiens juste à le préciser, hein. Check News nous a dit que c'est pas bien. Donc, si Rudy Reichstadt est là, vous regardez n'importe quoi. Voilà, je précise à mes auditeurs, nous regardons de la merde. Voilà, c'est conspirationniste, c'est nul. Partez tous. Voilà, je le dis, j'ai précisé au cas où. Voilà, au cas où, ça me semble être très important. On continue bien sûr le documentaire, les amis. Le courrier, comme quoi l'ivermectine, il ne fallait pas l'utiliser. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Ça mérite un petit colloque, je pense, parce que moi, j'ai beaucoup lu de littérature sur le sujet. C'est un médicament que j'ai utilisé, qui marche même sur les Covid longs, parce qu'aujourd'hui, on traite beaucoup de Covid longs, et c'est hyper intéressant à utiliser dans les Covid longs. Donc c'est vrai qu'on nous retire cet outil-là maintenant. Ça aurait été mieux de le faire peut-être avec une petite conférence de consensus avant de le faire, plutôt que de le faire comme ça à l'emporte-pièce. On ne comprend pas pourquoi on nous dit que tel médecin, tel médicament qu'on utilise, même chez des enfants, hein, comme l'ivermectine, c'est utilisé pour la gale. Donc c'est pas un traitement extraordinaire, et que ce traitement marche pour les gens puisqu'il a reçu une autorisation de mise sur le marché. Elles l'ont utilisé, et toutes celles qui l'ont utilisé n'ont eu aucun patient qui est fini en réanimation ou qui soit mort. Donc ça pose question quand même. Bon, les choix de musique depuis Hold Up, c'est toujours pas ça qu'est ça, hein. On va pas se mentir. Bon, après, tu peux pas mettre de la compagnie créole dans ce type de documentaire, j'entends bien, ou du Patrick Sébastien, parce que moi j'aime bien. Hein. Quelle aventure, hein, c'est Narbonne, Carcassonne. Donc je comprends qu'il faille quelque chose d'un peu plus tristoun, mais c'est toujours pas ça qu'est ça. Là, la sitar indienne, c'est quand même un délire, hein. Surtout que ça arrive si tard dans le documentaire. Mon père, quand même, il se renseignait beaucoup et il était beaucoup plutôt révolutionnaire, résistant. Mais après, il y avait un truc que je sais que ce qui lui manquait, c'est qu'on puisse plus se serrer dans les bras. Et en plus, du fait donc que j'étais super à risque, je sais que ça lui manquait. Donc, je pense qu'il a fait son vaccin, parce que quand il est venu me le dire le lendemain, il est venu me l'annoncer en fait à la maison, je le vois encore. Bon, il est venu me dire j'ai fait ma première dose de Pfizer. Et là j'ai pas compris. Et je dis je dis c'est quoi? Je dis il faut pas le faire. Je dis on n'a pas de recul. Je dis je sais pas ce que ça va faire sur toi. Il y a pas mal d'effets secondaires qui sont en train de ressortir et notamment moi j'avais peur pour le cœur parce que j'entendais des choses qui se disaient, des personnes qui mouraient. Et puis il me fait ma fille, comment dire, il faut bien des cobayes et je serai le cobaye pour vous tous. Et ouais, c'est... ouais. Le vaccin Pfizer, la première dose le 31 juillet, la deuxième le 29 août. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre et depuis le 14, je suis aux urgences et actuellement à l'hôpital pour une paralysie faciale périphérique droite, aussi appelée paralysie réfrigérée ou paralysie de Bale. Il venait de passer le week-end à fêter les 20 ans de sa chérie et il devait aller se faire vacciner parce qu'il venait de lui offrir un voyage en Grèce. Je l'ai regardé partir et l'envie de le retenir et de lui dire ne le fais pas, attends d'être sûr de toi. Et il avait juste envie de vivre.
d'être heureux et de voyager. Voilà. D'être libre. Surtout d'être libre. Ce qui m'a même dit, maman, maintenant la liberté, c'est de se faire... pour avoir ma liberté, notre liberté, il faut se faire vacciner. Si je suis vaccinée, je suis libre. Aujourd'hui, on se fait vacciner parce qu'honnêtement, vu toutes les restrictions qui sont mises, les obligations, etc., c'est plus par contrainte parce que ça fait quand même 2 ans là qu'on nous prive de nos libertés. On se dit que s'il faut faire ça pour retrouver notre liberté, pour pouvoir vivre quand même normalement, autant le faire. J'ai l'impression qu'on ne sait pas tout non plus. J'ai peur que plus tard, ça ait des risques même par rapport à notre vie plus tard. Avant, je voyais très bien. Après que j'ai fait le vaccin, maintenant je vois plus. Comment fonctionne la plupart des gens? On les a mis dans la peur et derrière, on leur a sorti un vaccin. Vaccin, dans la tête des personnes, ça veut dire protection. Depuis tout le temps, ça veut dire protection. C'est sûr que si tu vas voir la population et que tu leur dis « il faut vous faire injecter un traitement expérimental qui n'ont pas passé les phases de test », ça va vous sauver. T'es vachement moins crédible. Ah ouais, là, ça passe pas. Et pourtant, c'est la vérité. C'est pas très compliqué, en fait. Quand il y a un problème, qu'il soit naturel ou qu'il soit provoqué, ou un mélange des deux, c'est bien aussi. On crée un stress. Si on entretient ce stress par plein de déclarations, de décisions qui sont incohérentes, on arrive à générer la peur. Une fois que vous êtes tombé dans la peur, c'est une activation rhinencéphalique. Le rhinencéphale, c'est l'instinct de survie individuel. Le truc le plus ancien, le plus puissant qu'on ait. Le rhinencéphale réagit de manière instinctive, c'est-à-dire instantanée et incontrôlable. C'est pas vous qui décidez, c'est lui. Soit la lutte, soit la fuite, soit l'inhibition. Sauf que la fuite, quand on n'a rien à s'accrocher, c'est pas possible. Donc c'est la fuite. Et la fuite, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces gens qui ne se posent plus de questions et qui attendent la solution miracle, qui attendaient la solution miracle. Car bien sûr, la solution miracle, elle est arrivée. La piqûre a remplacé l'hostie, c'est le salut par la vaccination. Donc il n'y a pas vraiment de réflexion parce que c'est comme quelqu'un qui aurait une conviction religieuse, il n'a pas besoin de preuves, il est dans l'éprouvé, plus que dans la preuve. Comme on sait depuis des décennies que le milieu de la santé est un des plus corrompus au monde et qu'aujourd'hui les politiques de santé ne sont plus configurées pour aider les gens, mais pour faire le plus de profit possible, j'ai compris. Donc j'ai vu les fausses études sortir dans la littérature, j'ai vu comment on rendait la population et les autorités confuses. Et ça, c'était, je dirais, déjà une explication suffisante de mon point de vue d'expert en santé publique. Mais j'ai vu malheureusement arriver autre chose, c'est que tout d'un coup, il y a eu cette obsession vaccinale extrêmement suspecte, d'autant plus que c'est pas un vaccin, il faut quand même le rappeler, donc de vouloir à tout prix imposer à la population mondiale une expérimentation médicale douteuse avec une technologie qui n'est pas maîtrisée, qui est dangereuse d'après ce que l'on sait. Et donc là, effectivement, il y a un vertige. Je suis officier dans l'armée. Dans l'armée, actuellement, il se passe pas grand-chose, alors qu'on a quand même beaucoup d'effets secondaires, on a des morts. Et malgré ça, nos autorités bougent pas. Elles ne bougent pas. Alors que dès à présent, on a les éléments pour dire que les injections sont nocives. On a beaucoup d'AVC, des crises cardiaques, des morts. J'ai des gens en active. Chez des jeunes aussi. Alors on nous dit qu'en fait on était au courant, mais que chez les personnes jeunes, les crises cardiaques, en fait, c'est pas si rare que ça. Mais bon, entre nous, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait une crise cardiaque à 20 ans. Ça s'est jamais vu en fait. Et là on en a plusieurs qui, suite à leur cours de sport, qui suite à des opérations, meurent de crise cardiaque. Ça s'est jamais vu. Et malgré ça,
Les autorités ne bougent pas. Le service de santé des armées, qui est responsable de la santé des militaires, ne fait rien. Alors qu'ils ont les données. C'est ma tante qui m'appelle et puis elle me dit « T'as des nouvelles de ton papa ?» Et puis je lui dis « Ben non. » Je lui dis « Tu sais, elle me dit « Oui, parce que nous non plus, les boulistes, ils n'ont pas de nouvelles, ils ne répondent pas au téléphone. » Alors vite, je commence à téléphoner et je dis « C'est pas de lui. » Je dis « Ben non, il m'a pas appelé. » Et puis je dis « C'est vrai qu'en plus, il a fait son vaccin et tout. » Je raccroche et je vais chez lui, en fait. Donc je suis partie. Et sur la route, voilà, moi sur la route, je me suis dit, bon, à mon avis, il doit être bien malade. Voilà, il doit faire une réaction et il est couché. Voilà, j'arrive et donc je vois son fourgon dans la rue. Je vais pour rentrer, la porte d'entrée était fermée, je ne trouvais pas la clé. Je sonne une voisine, la voisine elle m'ouvre et j'arrive à sa porte et en fait, j'arrivais pas à ouvrir avec la clé. Et j'étais angoissée. Et, je tape papa, il répondait pas. Et je descends et je vais voir le coiffeur qui est juste à côté. J'ai dit le fourgon, ça fait longtemps que vous l'avez vu pas bouger. Il me fait depuis le début de la semaine, il a pas bougé. Et les voisins ils disent d'appeler le pompier. Je dis non, je dis j'appelle le SAMU, c'est mieux. Je dis s'il y a quoi que ce soit, je dis j'appelle le SAMU. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu les pieds de mon père qui étaient derrière la porte au sol, en fait. Et puis, ça vous donne de la puissance. Je suis arrivée à me faufiler à travers la porte. Et puis, en fait, je lui ai sauté dessus. Et quand je lui ai sauté dessus, j'avais des SAMU. Le SAMU au téléphone, il me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, quand je l'ai attrapé... En fait, je voulais lui faire un massage cardiaque, quoi. Je croyais que... En fait, quand j'ai vu les pieds, je croyais qu'il était en vie, qu'il était tombé en venant m'ouvrir la porte, tout simplement. Et en fait, non. En fait, le corps, il était déjà froid et dur. Et en fait, le SAMU, il me croyait pas. Je disais, non, mais il est mort. Et il me dit, mais non. J'ai dit, si. Et là, j'ai repris ma respiration après avoir crié. Et je dis, non, mais son corps, il est tout froid, il est tout dur. Je dis, ses mains, elles sont déjà noires. Oui, parce qu'en fait, il était déjà mort depuis plusieurs jours. Il allait super bien et j'ai demandé, voilà, est-ce que ça peut venir du Pfizer? Et je dis, il s'est fait vacciner et tout ça. Et il m'a regardé, il me fait, c'était son choix de se faire vacciner. J'ai dit, oui. Il m'a dit, il était content de s'être fait vacciner. Je dis, oui, il est venu me l'annoncer, mais je dis, est-ce que ça peut venir... Enfin, il m'a dit, cherchez pas, vous restez là-dessus. Il était content, c'était son choix. Il m'a dit qu'il allait voir un médecin, peut-être faire une autopsie, mais en fait, il n'y a pas eu d'autopsie. Ça allait super vite, ce qu'on n'a pas compris. On n'a pas du tout compris, il n'y a pas eu d'autopsie. Pourtant, j'ai vu que c'était écrit découverte de cadavre, parce que ça faisait plus de 2 jours qu'il était mort, tout seul à son domicile. Et pas d'autopsie. Alors, petit point d'étape sur ça, les amis. On va voir, peut-être que la suite du documentaire va me donner tort. Bien sûr que ces séquences-là sont très dures. Bien évidemment, on peut que être en empathie. Par contre, je suis obligé. C'est juste mieux. C'est même quand ça fait pas plaisir. Pour l'instant, je trouve que la construction manque de données, manque d'éléments statistiques. Ça va sûrement venir après, parce qu'à mon avis, on va parler par exemple des travaux de Pierre Chaillot. Après, je ne sais plus en termes de chronologie ce qui est sorti avant. Je crois que le documentaire est sorti avant, mais je trouve que pour l'instant, ça manque un petit peu de données et le recours au pathos est bien sûr nécessaire parce que c'est ce qui marque les esprits et tout ça. Mais par contre, de toute façon, vous savez ce que je pense, vous vous en doutez. Donc voilà, c'est pas moi qui vais vous dire que ça invalide tout le reste, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve qu'on retombe sur les mêmes techniques. Là, ce qu'on voit de ces gens et avec qui, bien sûr, on est en empathie, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'utilisation permanente de l'émotion peut faire passer n'importe quel message. Sur LCI, on avait des personnes qui avaient aussi perdu des proches du Covid, morts en réanimation ou autre, et on était tout aussi en empathie avec ces gens-là. Donc, je trouve que pour l'instant, il y a beaucoup trop d'émotions et pour l'instant, je trouve que ça manque de données. On est à peine à 20 minutes. Donc, j'espère que ça va je pense sincèrement que ça va me donner tort. Mais je découvre avec vous le doc. On va voir. Parce que j'ai fait une mauvaise réaction au vaccin. Parce que ça fait 2 semaines que je l'ai fait. Et depuis que je l'ai fait, j'ai des gènes respiratoires.
alors qu'avant de le faire, tout allait bien. Et je ne fais pas la deuxième dose. En l'absence de toute contradiction, des citoyens se sont organisés. Ils se sont fait enquêteurs, c'est le cas de Michael. En fait, j'ai vu le truc venir déjà depuis longtemps, depuis le début, en fait, dès le début, comme un éléphant en plein milieu en fait, du salon, quoi. C'est trop gros, en fait, c'est trop gros. C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai lu des articles, pas sur Le Monde ou TF1. Hein. Je cherche moi-même mes infos, hein, par exemple, notamment sur le réseau Sentinelle. C'est un organisme d'État, hein, il y a l'INSERM, il y a des gros organismes officiels derrière. Ben moi, j'ai trouvé, si on fait la moyenne des 2 années, on est à 31 cas de Covid sur 100 000 habitants, si on cumule l'année 2020 et 2021. Ce document officiel corrobore les recherches du jeune homme. Page 2, un chiffre remet tout en cause. À commencer par la psychose générée par les médias. En 2020, les patients Covid n'ont représenté que 2% de l'ensemble des patients hospitalisés. Alors je me suis dit, je vais écrire aux députés et tous les sénateurs et à tous les députés pour informer de ça en fait. Parce que ni à la télé, ni nulle part, on en parle. Et donc on se baladait partout dans l'hôpital. Et l'une de mes impressions, d'abord c'était un environnement tout à fait dystopique, avec des banderoles rouges et blanches mises à des endroits où on se demandait bien pourquoi ils les avaient mises à ces endroits, ou encore des tentes blanches qui ont toujours été vides, mais qui étaient placées devant les urgences. Évidemment, tous les écriteaux de direction pour savoir dans quel sens on va, ou tous les sièges qui étaient barrés, un siège sur 2. Mais surtout, c'était le silence qui régnait à l'hôpital qui était le plus impressionnant. Pourquoi une telle mascarade? Où est donc la fameuse pandémie si seulement 2% des lits étaient occupés par des patients Covid? 79 personnes sont décédées. 127 morts. 186 décès supplémentaires en Pourquoi 24 heures. avoir généré pendant 1 an ce climat de terreur qui a masqué la planète? Quel objectif? 41 décès. Autant de questions interdites sous peine d'être placardées avec l'anathème de complotistes. Airbus qui s'écrase. La barre symbolique des 3000 morts a été franchie. Et le bilan, c'est lourd. Une réalité. Une vaccination expérimentale a été rendue obligatoire pour l'ensemble de la planète pour un virus dont on guérissait à 99,9% et sans traitement. Là, par contre, il y a une affirmation à l'emporte-pièce. Hein. C'est pas du jeu de détails, mais ça n'est pas vrai. La vaccination n'a pas été rendue obligatoire dans le monde entier. Ça n'est pas vrai. C'est un jeu sur les mots, certes, mais en France, typiquement, elle ne l'était pas. Il n'y a jamais eu d'obligation. Il y a eu d'énormes blocages pour forcer les gens à le faire, que ce soit au travail, dans les loisirs, dans la vie quotidienne et compagnie. Mais là, par contre, typiquement, et c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que il faut quand même qu'on soit très rigoureux. Quand je dis on, alors c'est notre camp, ça veut rien dire absolument, mais là, en l'occurrence, sur le travail qui est fait contre dans ce contexte Covid et tout, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux. Ça, c'est de l'affirmation à l'emporte-pièce. Ça, c'est pas vrai. Donc, faut pas non plus qu'on se brosse dans le sens du poil, sinon on va pas y arriver. Pour la petite parenthèse, c'est un truc que je vois en ce moment. Alors, je le partage avec vous. Je suis sûr qu'on doit traîner sur les mêmes pages des réseaux sociaux et on va voir la même chose. Déjà, parce que je prépare une vidéo là-dessus, vous savez, sur le bouquin d'Agnès Buzyn. Mais il y a un visuel qui tourne de plus en plus en ce moment concernant le fait que la mère d'Agnès Buzyn a été traitée à l'hydroxychloroquine. Je vois de plus en plus de comptes. Je me suis gentiment pris le bec avec là où les personnes, je sais pas, qui gèrent la page Les Patriotes 93, mais c'est un échange tout à fait cordial, il n'y a pas de problème. Mais je vois ce visuel qui tourne de plus en plus qui dit la mère d'Agnès Buzyn a été traitée par hydroxychloroquine alors qu'elle l'a interdit à tout le monde. Ça prend des extraits du livre mais qui sont complètement biaisés. Je reviendrai là-dessus sur la vidéo qui doit sortir d'ici 10-15 jours. Ça n'est pas vrai du tout. La mère d'Agnès Buzyn a été hospitalisée à l'hôpital Cochin et attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, si c'est Cochin, je vérifie, tu vois, l'approche, j'ai le bouquin dans les yeux, je ne veux pas vous dire de bêtises, qu'on soit sûr de cette histoire. Parce que c'est l'extrait où on parle par exemple de ce qui a été dit le vendredi 3 avril et c'est complètement biaisé et ça m'embête un petit peu parce que après on passe pour des truffes et ça m'embête un petit peu. Oui, c'est ça. Sa mère a été hospitalisée à l'hôpital Cochin et Agnès Buzyn, elle, a réintégré l'hôpital de Percy, un hôpital dans lequel elle a repris des fonctions. Bref, et donc sa mère à l'hôpital Cochin a reçu, certes, de l'hydroxychloroquine qui était dans le protocole. On rappelle que l'hydroxychloroquine n'a pas été complètement interdite par Agnès Buzyn. C'était l'utilisation, la possibilité d'achat en pharmacie sans ordonnance. Donc, ça n'a pas été complètement interdit. Après, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en stock et tout ça, on est complètement d'accord. Mais
dans ce visuel qui est trompeur, on nous explique que sa mère qui sort de l'hôpital après quelques jours, effectivement, c'est grâce à l'hydroxychloroquine. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que si vous lisez le bouquin attentivement, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'elle raconte que elle a eu l'écho de quelqu'un dans un autre hôpital qui a été soigné grâce aux corticoïdes et elle écrit dans son bouquin « J'ai réussi à faire en sorte qu'elle soit traitée avec ça. Qu'est-ce que nous avons à perdre ?» Donc je vais le dire dans la vidéo, c'est presque encore pire en fait. C'est presque encore pire. Et le problème, c'est que le visuel que j'ai vu fait les croisements en expliquant qu'elle a été sauvée grâce à l'hydroxychloroquine. C'est pas vrai. Elle a reçu des corticoïdes et de l'hydroxychloroquine. Et donc, personne ne peut dire, ni Agnès Buzyn, ni nous, ni quiconque, grâce à quoi elle a été soignée. Donc, je ne dis pas qu'il faut défendre Agnès Buzyn, parce que ça, qu'on vient de m'expliquer que c'est le cas, mais je dis juste, petite parenthèse par rapport à ce que j'entends dans le documentaire, soyons de plus en plus rigoureux, les amis, parce que sinon, on va passer pour des truffes, vous le savez. On est surveillé. Alors, je dis des on, je dis des nous, ça veut rien dire, mais c'est par facilité de langage. On va passer pour des énormes truffes si on prête le flanc pour se faire taper dessus en disant des conneries, en torturant des propos pour aller dans le sens de ce qui nous arrange. Il faut absolument être rigoureux, les amis. Je pense qu'il faut vraiment être rigoureux. Et c'est pour ça que quand je vois des trucs comme ça m'embête un petit peu. Il y a Malicorne007 qui dit on s'en tape, si t'es pas content, tu peux dégager du live. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve un petit peu. On est derrière un clavier, on s'appelle Malicorne007. Alors peut-être que c'est une blague que j'ai pas compris, mais on a le droit d'être courtois. Donc si tu t'en tapes, tu peux dire je m'en moque ou ça ne m'intéresse pas, mais si tu t'en tapes, tu dégages. Et ensuite, Silpanam75 qui dit peut-être qu'il te manque des données, Rémi. Alors par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est Agnès Buzyn ou l'histoire du vaccin rendu obligatoire dans le monde entier, n'hésite pas à me dire. Voilà. Et Marcel Dero qui dit ça discrédite le film complètement. Non, faut pas déconner. On peut avoir des excès de langage. Moi aussi, par moment, j'ai de l'excès de langage et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de saison qui dit tendu le Rémi. Non, mais non, c'est pas tendu, mais les gars. On est entre nous, c'est le juste bistrot, c'est le bon esprit, mais on se détend, on se détend. Moi, j'aime pas, vous le savez, je suis un amoureux de la vie, de l'humanité. Moi, tu me mets, on s'en tape dans le chat, c'est un truc qui me tend. Parce qu'un jour, le jour où on partage une bière, on est 5-6, on papote, on rigole, t'as personne qui déboule, qui se lève, qui dit on s'en tape. Ben non, en fait, t'as de la courtoisie, t'as de la bienséance, et c'est pas parce que on est sur Twitch derrière des pseudos qu'on ne doit pas se respecter. Voilà, c'est juste un truc. Donc ça, c'est un truc qui, voilà, quand c'est comme ça, à brûle pour point, je trouve que c'est de l'impolitesse. Et j'aime bien l'esprit chevalier par moment. C'est-à-dire qu'on garde les bonnes manières, on garde les bonnes méthodes, parce que sinon, on devient des plateaux TV où tout le monde se chie à la gueule et s'insulte. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc si on me dit on s'en tape, on filoche de l'émission et on va regarder autre chose. Voilà. Mais c'est tout à fait en détente et en amour que je vous dis ça. C'est au contraire pour préserver la bienséance qui règne dans ce lieu grâce à vous la plupart du temps. Voilà, je le dis parce que je monte au créneau quand il y a des trucs qui me vont pas, mais la plupart du temps, tout se passe très bien, les amis. Et en plus, Malicorne007, je sais que c'est un fidèle ou une d'ailleurs, je sais pas, qui est là souvent, donc il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on soit, voilà, là encore, qu'on reste rigoureux. Là encore, les amis, c'est aussi ça la rigueur. Et 974, Papa Hank qui dit qui a encore lancé Rémi sur LFI. Pour une fois, c'est pas ça. Allez, on continue un petit peu, les copains. Donc on peut dire en fait que les médias, depuis le début de cette crise du Covid et certainement bien avant, ont finalement un rôle de conditionnement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, des populations? Conditionnement, vous êtes gentil. Hein. Moi, je parle de lavage de cerveau. Hein. C'est quand même plus simple. Hein. Je veux dire, je comprends même pas. Je veux dire, toutes ces chaînes BFM devraient être sponsorisées par des machines à laver. Hein. Non, mais sérieux, je suis très sérieux. C'est du lavage de cerveau. C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté. Depuis 1 an et demi, moi même plus, je veux dire, vous êtes tous témoins ici. Je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mômes ont grandi avec ça. Les mômes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. Après avoir semé la terreur sur les plateaux télé, ce sont les mêmes qui s'indignent aujourd'hui des effets de leur action en oubliant qu'un médecin est aussi là pour rassurer. Surtout devant un virus dont la moyenne d'âge des victimes était alors de 83 ans, mais ça, c'était avant la vaccination. C'est juste pour que nous puissions vous contacter. C'est juste pour que nous puissions suivre vos mouvements. C'est juste pour que vous puissiez exister. Ceux qui n'ont pas peur descendent dans la rue. C'est juste pour qu'on puisse revenir à la normale. Et posent des questions qui dérangent. Pour qu'on puisse revenir à la normale. Arrêtez! Si vous réalisez juste que nous avons la force et le nombre, si vous réalisez juste que nous sommes la majorité, leur pouvoir va juste disparaître. Et vous manifesterez juste une nouvelle réalité
Est-ce que c'est normal que les autorités sanitaires, comme la Haute Autorité de Santé par exemple, écrit que nous n'avons pas assez de données chez les personnes de plus de 75 ans par rapport à l'évaluation des vaccins contre la Covid-19, et en même temps recommander de commencer la vaccination chez cette population? Est-ce que c'est normal d'entendre un ministre des Solidarités et de la Santé tenir un discours dans les médias et appeler massivement à la vaccination, alors que dans le même temps, et de façon un peu plus discrète, remettre en cause l'efficacité des vaccins dans ses mémoires qu'il a introduits auprès du Conseil d'État? Est-ce que c'est normal, ça? Il n'y a que des incohérences. Le problème, c'est qu'on est dans une phase d'essai clinique. Dans une phase... Souvenez-vous ce qui s'est passé à Rennes, il me semble, c'est en 2016, lors d'une phase d'essai clinique, phase 1. Il y a eu un seul décès. Tout s'est arrêté pour voir ce qui s'est passé. Là, on compte les décès et tout continue. Voilà ce que M. Véran écrivait au Conseil d'État. Les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité du vaccin. Le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus à un tiers. On sait, avec ce qu'a dit le CDC il y a quelques jours, et ce que vient dire le Conseil scientifique, qui enfin fait son travail de dire les choses et de ne plus dire ce qu'on attend de lui ou ce que le pouvoir attend de lui, dit les gens vaccinés contaminent autant que les non-vaccinés. On se demande à quoi sert ce vaccin d'une façon générale, et parce que les vaccinés sont des super contaminateurs, et d'autant plus qu'on leur dit qu'il n'y a plus de danger. Voici les chiffres après seulement 6 mois de vaccination. Des chiffres. Enfin, des chiffres. Bien réels, mais sous-évalués, et dont la presse ne vous a jamais parlé. Ici, les personnes ne sont pas mortes de maladie, elles étaient sans doute toutes bien portantes. Tu vois, ça par exemple... Ah oui, ouais. Ok, très bien, j'ai rien dit, j'allais dire, tu vois, je fais bien de fermer ma gueule aussi par moment, j'allais dire il manque la source, il manque tout ça, c'est très bien. Il y a les sources, c'est très bien, c'est carré. Je pense que c'est ça qui donne un petit peu de densité, c'est très bien. Tout le monde s'accorde à dire qu'on estime le taux de déclaration entre 5 et 10%. C'est-à-dire, ce qui remonte, c'est à peu près entre 5 et 10%. Pas de pandémie au sens propre du terme, mais des morts de personnes jeunes et bien portantes, et des mesures sans précédent dans notre histoire en termes d'hommage aux défunts, morts souvent seuls, ils ont été oblitérés. Thanatopracteur de métier depuis 12 ans. On a perdu une partie de notre humanité l'année dernière en refusant l'accès aux défunts, sans raison. Sans raison. Et pour une partie des défunts qui est l'éthique des Covid, sans l'être. Covid sur le certificat de décès, Zambière immédiate, des tests qui ont été faits anté-mortem, les résultats qui viennent après le décès qui sont négatifs, et les gens ne peuvent pas se recueillir. Il n'y avait plus le contact, la présence humaine pour se recueillir, que ce soit dans une chambre funéraire ou à domicile, ou à l'hôpital, puis le jour de la cérémonie. Et c'est ça qui est horrible. C'est pas normal. Enfin, humainement, c'est pas possible. On est quelle civilisation pour interdire l'accès aux défunts? C'est pas cohérent. Depuis le mois de janvier, depuis le début de la vaccination, est-ce que vous constatez qu'il y a plus de jeunes qui meurent aujourd'hui? Le mois d'août, juillet-août, c'est les périodes les plus calmes de l'année. Les courbes sont toujours les mêmes depuis 30 ans. L'hiver, il y a plus de décès, et l'été, c'est plus calme. Là, on a eu un mois d'août pas comme les autres. On a eu des cas qui, pour moi, n'avaient pas à être là. Depuis la vaccination, des gens non malades tombent sans explication. Petit exemple en Écosse, 5 millions d'habitants. Quelques semaines seulement après le début de la vaccination, ce sont déjà plus de 5000 morts déclarées en pharmacovigilance. La réalité est certainement plus élevée. Voilà les copains, je voulais faire des blocs. Oh, attendez, on peut... Oh, on continue encore un petit peu, on va jusqu'à 35.
Merci ne à, veux plus jamais voir merci à Irmunos pour le sub niveau 1. Merci beaucoup. un taux de mortalité comme celui-là. C'était affreux, affreux. Les morts étaient très différents cette fois-ci. Nous avions affaire à un mélange de tous les âges, de tous les lieux. Il ne s'agissait plus seulement de maisons de retraite, mais d'hôpitaux, d'adresses résidentielles, principalement des décès à l'hôpital, pour être honnête avec vous. Et nous trouvions... C'était juste horrible. C'était des chiffres de pandémie, mais seulement une fois qu'ils ont commencé à vacciner, jamais avant cela. J'ai dû m'occuper d'un gars qui avait la trentaine. Des gens qui ne devraient pas mourir. Ils ne devraient pas avoir de problèmes cardiaques. Ils ne devraient pas souffrir d'accidents vasculaires cérébraux. Et c'est ce qui se passe en ce moment même. Et maintenant, ils ciblent les enfants. Quand les gens vont-ils se réveiller ? Je ne quittais pas mon fils des yeux qui étaient allongés au sol. J'ai vu sa jambe bouger, quelques frémissements, quelques à-coups. J'ai senti que je devais y aller. Voilà, il était là, allongé. J'ai eu besoin de le toucher, qu'il sente que j'étais là, puisqu'il semblait inconscient. Donc j'ai posé ma main sur sa jambe. J'ai senti ses mouvements, comme une saccade. Et j'ai compris en regardant le médecin qu'il se passait quelque chose. J'ai regardé mon fils, j'ai à nouveau regardé le médecin. Là, j'ai instantanément compris qu'il se passait quelque chose. Je suis sortie chercher mon mari qui téléphonait à ses parents. Et je lui ai dit, viens vite, je sais, je sens, il se passe quelque chose d'anormal. Il se passe quelque chose d'anormal, faut qu'on soit auprès de Maxime. Je leur ai dit qu'ils s'étaient fait vacciner. Lorsque j'ai dit ça aux médecins et aux pompiers, il y a un médecin, quand j'ai dit il a été vacciné à 14h, il y a le médecin qui a fait d'un revers de main, ça n'a rien à voir. Et son attitude m'a surprise pour la simple et bonne raison, c'est que moi, si je suis tout bib et que j'ai pas d'a priori, je n'écarte pas une information médicale d'un simple revers de main. Je l'intègre. Je l'intègre parce que une vaccination, ça peut avoir un effet avec des médicaments que vous allez prendre par la suite, ou ça peut avoir, surtout sur des terrains allergènes où on parle de terrains immunitaires, donc il y a une sensibilité. Or là, je me souviendrai toujours, parce que forcément ces images elles sont gravées jusqu'à la fin de ma vie, je me rappelle de ce revers de main, ça n'a rien à voir. Et là, je me suis dit, soit la nénette elle est préconditionnée, soit elle a une pression pour ne pas intégrer l'information. Mais quelqu'un qui est neutre sur un positionnement comme ça, il doit intégrer l'information médicale. Après les décès, un autre phénomène reste inconnu des plateaux télé, la nocivité des vaccins. En 10 mois de vaccination, 101 800... Typiquement, je trouve que c'est de la critique de forme, hein, puis c'est facile à dire, il y a beaucoup de boulot derrière ça, qu'on soit bien d'accord. Je rends hommage, bien sûr, aux gens qui ont fait ce documentaire, et allez l'acheter et allez soutenir ceux qui ont fait ça, bien évidemment. C'est très important de le redire. Je trouve que ça va vite sur les chiffres, ça va trop vite. Alors, on a deux extrêmes. Après, c'est sûr qu'on a le bouquin de Pierre Chaillot, qui est d'ailleurs très pédagogique, mais où il y a beaucoup de chiffres, on a abreuvé de chiffres en contexte, et il faut prendre du temps pour digérer tout ça, mais je trouve que le documentaire va très très vite sur les chiffres. C'est difficile de comprendre les sources, les données, les pourquoi, les comment, les temps. Peut-être qu'un peu plus de pédagogie serait nécessaire pour densifier et crédibiliser le propos. 43 effets indésirables auraient été répertoriés en France. Aux États-Unis, les remontées de pharmacovigilance ne laissent place à aucun doute. Les tableaux font froid dans le dos. L'année 2021 bat tous les records et explose les 30 années passées, toutes vaccinations confondues. Tu vois, voilà, typiquement, là, il y a des sources, conseils scientifiques indépendants, qu'on salue, qu'on embrasse bien sûr. Voilà, on a les données qui sont mises là, et je pense qu'il faudrait mettre en avant la solidité des données, justement, pour crédibiliser tout ça.
Même si les courbes parlent d'elles-mêmes, bien sûr, mais le problème, c'est que si on est rigoureux, comme je vous disais, en temps de Covid, on disait: «Oh, ils nous font chier avec leurs courbes qui veulent rien dire». C'est là où il faut qu'on réussisse ce pari de ne pas être soumis aux critiques que l'on faisait jadis. Voilà, une phrase un petit peu rempoulée. Sur les réseaux, malgré la gravité du sujet, on finit par s'amuser des mensonges à répétition des autorités, mensonges promus en prime time. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Et le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, je suis contre le pass sanitaire dans le restaurant. Je suis contre le pass sanitaire. C'est vrai que je m'en rappelle de cette séquence. On a longuement épluché tout ça, les amis, sur Juste Milieu. Cette déclaration, elle est lunaire. Véran, qui lui-même parle de transhumanisme, on ne sait pas pourquoi. Ça va tellement loin. Réécoutez bien le truc de Combini. Merde, je l'ai loupé. Regardez. Rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ah merde, moi, je l'ai paumé, mais l'extrait Combini, de lui-même, il parle de transhumanisme. Tu vois pas le rapport, tu sais pas si c'est un aveu, s'il devient zinzin, c'est assez terrible. Ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. D'abord, on est dans un monde qui a pris le mensonge comme principe de gouvernement. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. On ment à longueur de journée, on ment sur les chiffres, on ment sur la réalité. On infantilise les populations, on infantilise le monde médical. Le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un État, c'est de considérer ses citoyens comme des adultes et les traiter en adultes, en personnes responsables, c'est-à-dire capables d'être actifs dans leurs décisions et non pas de les amener à choisir ou à prendre des options par peur, tout simplement, parce qu'on a développé une épidémie d'angoisse, d'anxiété, de peur, qui font que les gens ne sont plus raisonnables. La prescription est devenue politique, je l'ai écrit déjà ça, hein, politique et médiatique. Et même un médecin qui ne voudrait pas prescrire, il serait mis en difficulté. Un pharmacien qui a le droit de refuser de dispenser un médicament qu'il estime inapproprié, voire dangereux pour un patient, eh bien, il a le devoir de ne pas dispenser. Mais est-ce que, sincèrement, avec toute la pression qu'il y a eu dès le départ, est-ce que vous pensez que si un pharmacien, par exemple, refuse de dispenser un vaccin, ne va pas avoir des problèmes? Donc la prescription, j'ai envie de dire, elle a sauté. C'est le gouvernement qui prescrit. C'est les médias qui prescrivent. Vous êtes en train de nous dire que les patients qui intégraient le service dans lequel vous travaillez étaient des patients qui étaient vaccinés et pas des gens qui étaient atteints du Covid. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Comme des accidents vasculaires cérébraux, comme les embolies pulmonaires, comme des bradycardies, des atteintes cardiaques. Et ce phénomène allait jusqu'au point que nous avions même quelques pathologies que nous ne connaissions pas jusque-là. Quoi par exemple ? Une nécrose œsophagienne chez une patiente de 47 ans. Vous savez, le dictionnaire Vidal, c'est le dictionnaire des médicaments. Il est écrit en toutes lettres que ces vaccins, il n'y a aucune donnée scientifique au jour d'aujourd'hui pour dire qu'ils protègent contre les formes graves. Quand j'entends tous nos politiques dire à la télé, mais le vaccin protège contre les formes graves, c'est totalement faux. Entre l'Europe et les États-Unis, c'est des dizaines de milliers de morts liés à l'inoculation de ces produits expérimentaux qui ne sont pas du tout sûrs parce qu'on ne connaît pas leurs effets secondaires. Ils ont été commercialisés de façon honteuse sans qu'on connaisse leurs effets réels, sauf sur des données de l'industrie pharmaceutique que personne n'a contrôlées et qu'on n'a aucune donnée sur leur dangerosité. On a des dizaines de milliers de morts. Imaginez
Je sais pas, par exemple, il y aurait un produit alimentaire, un produit de charcuterie qui aurait tué 10 personnes en France. Tous les médias en parleraient. Airbus qui s'écrase. La barre symbolique des 3000 morts. Rassurer n'a jamais été la priorité de nos gouvernements. 20 000 décès. Vous prévoyez donc 65 000 morts de plus. L'obligation des masques en est la preuve flagrante. Plus de 570 000 morts. On se pose des questions parce qu'on a peu de réponses. On a peu de réponses lorsqu'on pose les bonnes questions. Ou alors, les gens qui apportent des réponses, on les traite d'affabulateurs, de complotistes tout de suite. Donc, c'est pas la bonne réponse. Tout de suite, c'est pas la bonne réponse. Après, je pense qu'il y a des chercheurs dans les labos qui se sont penchés sur le problème et qui font des parutions. Nous avons demandé à un labo suisse, équipé de microscopes très sophistiqués, de se pencher sur les effets du vaccin sur notre carburant universel, le sang. Grâce à leur microscope, nous pouvons suivre en direct l'état du sang d'une patiente avant et après vaccination. Le directeur de ce labo est un pharmacien clinicien. Il a été responsable des effets secondaires pour l'un des plus grands groupes pharmaceutiques. Il s'est notamment occupé des études cliniques de phase 3 ou 4. Nous sommes au bon endroit. On voit des globules rouges qui sont parfaitement séparés les uns des autres, où les globules blancs continuent à fonctionner et à éliminer les substances, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne, etc. On voit que le sang est parfaitement fluide, que les globules rouges, voilà de nouveau des globules blancs du système immunitaire qui nettoie le sang de tous les éléments dont il veut se débarrasser. Nous avons fait, avec toute l'équipe avec laquelle je travaille, puisqu'il y a toute une équipe à la fois de médecins, de pharmaciens, de biologistes, de généticiens. Et il est vrai qu'on a été surpris de voir à quel point la formule sanguine pouvait changer, mais ce qui nous a surpris aussi, c'est de voir le peu de temps qu'il a fallu pour que cette formule change après la vaccination. On peut observer une certaine agglutination des globules rouges, mais qui peut être assez fréquente chez les patients qui ont été testés en raison, par exemple, de la sensibilité aux ondes électromagnétiques. On voit en haut des globules qui sont quand même bien détachés les uns des autres, des globules rouges particulièrement. Et donc, on peut imaginer que cette patiente a une formule qui reflète une relative bonne santé. Nous observons un amoncellement extrêmement conséquent des globules rouges en forme de ce que l'on appelle le rouleau de pièces de monnaie. Sachant que chaque érythrocyte est empilé sur un autre en alternance. Un vieux, un jeune, un vieux, un jeune, à cause de la ionisation de la membrane liée à la présence des ondes électromagnétiques ou des éléments métalliques ou magnétiques qui pourraient être présents dans le sang. L'agglutination est considérable, ce qui, de facto, réduit la capacité d'oxygénation du corps. On constate également une présence accrue de fibrine entre les cellules. Fibrine dont on rappelle que, atteint un certain stade, elle va coller les globules rouges ensemble et donc pouvoir expliquer pourquoi on trouve des thromboses. On voit une espèce d'amoncellement de grosses cellules dont on ne connaît pas très bien l'origine. On en voit une beaucoup plus brillante ici. On voit des points brillants là qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'oxyde de graphène. On en voit un autre exemple ici. On sait très bien que la nature ne produit aucun élément carré. On se retrouve tout d'un coup avec des structures carrées de ce type-là qu'on ne s'explique pas à aujourd'hui. On trouve également, grâce à la microscopie à fluorescence du champ vital,
la possibilité de pouvoir colorer l'ARN et l'ADN. Et on voit tout d'un coup des modifications très significatives. Vous voyez la couleur rouge, qui est celle de l'ARN, qui est en train de vouloir modifier une cellule. On se demande pourquoi et comment. On le voit également ici avec des colorations qui sont vraiment nettes et manifestes par rapport à l'ADN qui lui est en vert. On trouve, lorsqu'on fait des rapprochements, des structures encore plus étonnantes où on a vraiment l'impression que des quantités incroyables d'ARN sont en train de vouloir modifier des structures sans qu'on sache pourquoi ni comment. Donc la plus grande prudence est bien évidemment de rigueur. Pourquoi j'ai quitté cette industrie pharmaceutique? Parce qu'il y a 30 ans, alors que j'étais associé en recherche clinique, le directeur du marketing m'a demandé ouvertement de jeter à la poubelle les résultats des études qui n'étaient pas favorables à leurs produits et de ne publier que ceux qui étaient favorables. Ce qui voulait dire qu'il y avait un travestissement de la vérité, ou en tout cas le mensonge par omission. Et ça m'a profondément choqué. C'est la raison pour laquelle, depuis 30 ans, j'ai quitté l'industrie pharmaceutique. J'ai toujours voulu garder la distance nécessaire qui me permette de rester neutre et objectif face à ce que j'observe sans me laisser écraser par une influence extérieure. Et je dirais que ce qui me choque aujourd'hui, à la fois en tant qu'humain et à la fois en tant que scientifique, c'est qu'on assiste à ce qui semble être une sorte d'inversion des valeurs. Ce qui est vrai est faux et ce qui est faux devient vrai. Et je ne peux m'empêcher de penser à un de vos illustres compatriotes français, Coluche, qui disait « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Voilà, on est sur le premier bloc de 45 minutes, les amis. Alors, pour réagir à ça, c'est vrai que c'est l'une des séquences que j'avais vues auparavant qui m'avait le plus marqué. Et là, comme d'habitude, vous le savez, alors, ça n'est pas avec mes connaissances scientifiques que je vous éclairer sur ce point. En revanche, j'en appelle à nos fact-checkers une fois de plus. Ça n'est pas du tout une blague, je suis tout à fait sérieux. J'en appelle à nos fact-checkers de nous expliquer si c'est faux, d'accord, mais pourquoi? Parce que là, il en va vraiment d'éléments de compréhension très importants. Donc, si tout ça est des conneries, et je laisse la possibilité que tout ça soit absolument erroné, faux, mensonger, fake news, tout ce que vous voulez, je veux bien de la vérification. Là, par contre, j'en appelle à nos fact-checkers. J'aimerais beaucoup qu'ils vérifient cela parce que ça m'interpelle et ça m'intrigue. Et je pense que je ne suis pas tout seul dans cette situation. Les amis, j'ai noté, vous inquiétez pas, j'ai noté, on est à 45 minutes, on reprendra peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on reprendra tout. Ce que je voulais vous dire, breaking news. Alors on a vu, vous avez peut-être vu passer ça pendant qu'on regardait le documentaire. J'avais les yeux un petit peu de partout. Gérald Darmanin ordonne l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public avec des interpellations à la clé. Le ministre de l'Intérieur a adressé cette consigne dans un message au préfet que l'AFP a pu consulter. Le ministère a précisé à l'AFP que les interpellations concerneraient les organisateurs et les fauteurs de troubles. Je dois vous avouer que c'est une réaction politique française que je redoutais parce que c'est peut-être celle qui risque de mettre le feu aux poudres sur notre sol. Si j'étais complotiste, donc là je vais vous dire absolument n'importe quoi, je vous dirais même que je crains le retour de l'état d'urgence par rapport à cette situation-là. Donc, peut-être que je dis n'importe quoi et j'espère vous dire absolument n'importe quoi, mais j'ai peur que tout ça s'enflamme. On connaît le soutien en France à la cause palestinienne dans certains endroits en France, avec beaucoup de manifestants qui sont parfois très actifs, voire violents. On l'a vu par exemple à la Coupe du Monde de football où il y avait des vidéos qui circulaient. Éric Zemmour l'avait partagé en son temps, de gens qui soutenaient la cause palestinienne, qui avaient des drapeaux palestiniens alors que c'était un match de foot qui n'avait rien à voir. Donc je vous dis que ça me fait un peu peur parce que c'est vraiment la décision que je redoutais, qui pour moi n'a pas vraiment de sens, parce qu'un encadrement de manifestation, quelle qu'en soit la cause, doit et peut se faire en France. Donc je vois pas pourquoi spécifiquement les manifestations pro-palestiniennes, on les interdirait sous peine de vouloir mettre justement de l'huile sur le feu, parce qu'aujourd'hui vous manifestez pour de la confiture, pour les abeilles ou ce que vous voulez. À partir du moment où il y a des débordements et du trouble à l'ordre public, on encadre, on est capable de le faire. On a été capable de le faire au moment des Gilets jaunes et compagnie. Donc je crois qu'il peut y avoir des manifestations pro-palestiniennes
palestiniennes qui se font complètement dans le respect et dans le calme et dans la dignité. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment peur que tout ça foute le feu aux poudres avec un potentiel retour de l'état d'urgence qui, et là je dis n'importe quoi et j'espère complètement fantasmer et dire d'affreuses bêtises, mais rappelons quand même, on en parlait, on avait fait une vidéo sur Juste Milieu, sur l'aspect militaire de ce qu'il y a eu en France, la possibilité de convoquer les Français, on en avait parlé sur Juste Milieu, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois. Ce qui me fait peur, c'est un petit peu ça, un retour d'état d'urgence qui pourrait justifier une intervention militaire française. Voilà, tout ça est très, 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 très hypothétique, voire impossible et idiot. Je le dis, je prends énormément de pincettes, c'est très important. Mais voilà, je vous avoue que je scrutais un petit peu cette décision, je la redoutais. Bon, bah, sans surprise, Darmanin ne déçoit jamais. Donc, affaire à suivre, on en reparlera demain. On en reparlera demain, les amis. Bien sûr, tout ce que je vous dis, je ne souhaite pas une seule seconde que ça arrive, bien sûr. On en reparlera. Donc, les amis, merci d'avoir été là. On finit un peu plus tard aujourd'hui, 18h23. Merci d'avoir été là, les copains. On se retrouve demain pour le Juste Bistrot, 16h45, pardon, comme d'habitude. Peut-être 16h30, parce que c'est vendredi. 16h30, on finit un petit peu plus tôt le vendredi. Donc, ce sera un petit peu plus tôt. Et demain, il y aura l'extrait sur YouTube, pour ceux qui n'ont pas été là, de ce que j'ai pu vous dire concernant la situation Israël-Palestine, avec mon petit regard là-dessus. Je le redis, qui n'est pas un regard d'expert ou de spécialiste, qui est un regard de copain, comme on l'est tous. Je dis dans cette vidéo ce que j'aurais pu vous dire autour d'une bière. Voilà, donc ça sortira sur YouTube demain à 18h, pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, les copains. Merci d'avoir été là. Que du plaisir d'être avec vous. Vous étiez très nombreux une fois de plus ce soir. Je vous embrasse et rendez-vous demain. Il y aura du vendredi détente. Voilà, Marcel The Rock qui le rappelle, ce sera du vendredi détente. On va rigoler, on va parler d'actu parce qu'il y a beaucoup de choses et on va se fendre un petit peu la gueule parce que ça fera du bien. Je vous embrasse, les amis. Passez une excellente soirée. Vive la République, vive la France et à demain. Vive la rigolade, c'est vive la France et vive la rigolade. À demain quand même, ça c'était juste.